Hier, je dois dire que, en fait, ça remonte à avant hier, là, quand on a eu le chiffre, on se rendait bien compte par des bulletins d'information là, dispersés qu'il y avait plusieurs résidences pour aînés qui étaient affectées. Moi, franchement, je pensais que c'était une ici et là, peut-être 15, 20, 25, 30, mais quand le gouvernement nous a dit non, au total, il y a 410 résidences où il y a un ou quelques cas. Hier, on a remis à jour ce chiffre-là, c'était plus 410, c'était rendu à 519. On se rend compte qu'on a un problème majeur et un problème qui risque de générer parce qu'on est dans des milieux de vie qui sont plus fermés où c'est plus difficile de contrôler, pas mal plus difficile de contrôler une épidémie dans un milieu comme ça que quand on est juste un couple dans une maison, puis qu'on contrôle tous ses allées et venues. David Lucier, docteur David Lucier, gériatre, est avec nous. Bonjour, docteur Lucier. Bonjour. Comment vous voyez là, cette propagation de la maladie dans ces résidences où on disait qu'il faut prendre tous les moyens pour éviter? On savait bien qu'il allait en avoir quelques-uns, mais 519, il me semble qu'on l'a un peu échappé, non? Bien, on le disait depuis le début que c'était très important de faire attention particulièrement à ces milieux-là parce que ce sont des milieux où sont regroupés ensemble des personnes à risque. Donc, c'est certain que s'il y a un cas, il va se propager plus facilement, là, que ce soit dans un CHSLD, parce qu'il y a beaucoup de proximité, il y a beaucoup de soignants qui vont d'une personne à l'autre, ou dans les résidences où les gens vont aller tous manger ensemble dans la cafétéria ou se côtoient dans les lieux communs. C'était clair, on le savait depuis le début. Moi, j'ai dit depuis le début que mettre un COVID-19 dans un CHSLD, entre autres, c'est comme mettre une allumette dans une botte de foin. Là, tout va prendre en feu, puis ça va être très, très, très rapide. Puis malheureusement, c'est ce qu'on voit actuellement. Là, je comprends. Je vais poser ma question en deux temps. Le premier temps, est-ce qu'on a manqué certaines affaires? Est-ce qu'on a... Je sais que certains centres nous disent que la gestion du personnel est tellement difficile. Le personnel est dur à trouver. Il faut en mettre sur appel. Donc, ça crée un roulement de personnel. Ça augmente le risque. Est-ce qu'il y avait de l'inévitable? Est-ce qu'il y a eu une certaine négligence? Je pense pas qu'on puisse dire qu'il y a eu de la négligence parce que les mesures ont été prises très rapidement. Pour l'instant, on ne sait pas. J'imagine que la santé publique va pouvoir analyser comment le virus est entré dans chacune de ces résidences ou de ces CHSLD. Ça peut être entré par des employés, mais ça peut aussi être très bien entré par des visiteurs parce que les visites ont été interdites, mais ça a été interdit probablement quand il y avait déjà des visiteurs qui avaient transmis le virus. Là, donc, et les gens continuaient à sortir aussi dans les résidences. Donc, c'était la période probablement où si on dit qu'on l'a échappé, là, c'était la période au début quand on le savait pas, là, les quelques jours avant le vendredi, le 13 mars, c'est probablement à cette période-là si on l'a échappé, mais je pense que c'était difficile à ce moment-là de dire qu'il fallait prendre des mesures aussi drastiques. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Bien, maintenant, je pense que si on veut empêcher que le virus entre, il est trop tard. Là, on l'a dit, 514 ou 519 endroits où il y a déjà au moins un cas. Donc, s'il y a au moins un cas, il va probablement y en avoir d'autres. Donc, il est trop tard, je crois, pour dire que d'empêcher le virus d'entrer dans la plupart des endroits. Donc, c'est d'empêcher que le virus se propage. Donc, dans les endroits, dans les CHSLD où il y a plusieurs cas, il y a vraiment des zones, ce qu'on appelle les zones chaudes, les zones tièdes, les zones froides. Les zones chaudes, ça va être des endroits où on va mettre tous les résidents qui sont infectés ensemble pour éviter de le propager aux autres. Les équipes de personnel sont dédiées seulement à une zone, donc ils vont pas aller d'une zone avec des personnes infectées à une zone avec des personnes non infectées. Donc maintenant, on est vraiment dans des mesures sanitaires, si on veut, là, pour éviter les contacts entre les personnes infectées et non infectées. Et la même chose dans les résidences aussi, là, c'est d'éviter le plus possible les contacts entre personnes pour éviter que ce soit infecté. Le risque zéro, malheureusement, il n'existe pas. Il n'existait pas au départ, il existe encore moins maintenant. Donc, on est vraiment dans une mitigation de risque puis éviter que ça se propage trop. Je sors des seules résidences là, où la maladie est entrée. Je parle des aînés en général, des aînés hébergés en général. Est-ce que vous sentez, est-ce que vous craignez une augmentation
d'une certaine angoisse là, que toutes les personnes hébergées vont vivre. Évidemment, ils se savent à risque. Puis là, je pense les personnes qui ont eu, en plus, dans leur historique médical, des problèmes de poumons ou des problèmes cardiaques. Est-ce qu'on la sent, cette nervosité, chez les gens de terrain? Oui, on le sent. On le sent chez les résidents. On le sent dans les résidences aussi. On le sent beaucoup chez les proches qui ont des personnes qui sont hébergées ou qui habitent en résidence. Il faut voir qu'en résidence, c'est vraiment des personnes qui sont habituellement relativement autonomes, là, qui sont dans des résidences privées, donc qui ne sont pas habitués d'être confinés de cette façon-là. Et dans les CHSLD aussi, où il y a une très grande proportion, là, c'est 80% des gens qui ont des problèmes cognitifs sévères, donc des problèmes de démence, où ils ne peuvent pas communiquer de façon régulière avec l'entourage. Donc, les proches, souvent, sont pas capables de communiquer avec leurs proches qui est hébergé, donc doivent dépendre du personnel pour avoir des nouvelles. Puis ça, c'est une situation qui est très difficile pour les proches qui peuvent pas voir leurs proches et qui peuvent pas non plus leur parler. Donc, nous, à l'Institut Gériatrie, entre autres, on a des neuropsychologues là, qui habituellement font des évaluations cognitives. Même comme, évidemment, nos cliniques externes sont fermées, ces psychologues-là sont réaffectés à parler avec les familles pour offrir du soutien aux familles qui trouvent les situations très difficiles. La question qu'on a souvent aussi, c'est est-ce que je devrais aller chercher ma mère qui a 92 ans et qui est dans une résidence ou un CHSLD? Si la personne est dans un CHSLD, c'est qu'elle nécessite plus que 3 heures de soins par jour. Donc, c'est presque impossible là, pour des personnes qui sont non formées de donner ces soins-là. Et si ma mère qui est âgée dans une résidence, encore là, c'est une question très, très, très difficile, mais si les gens décident d'emmener leur mère chez eux, il faut qu'ils comprennent qu'ils vont devoir s'isoler avec leur proche qui est âgé pour éviter de le mettre en danger. Donc, c'est une décision que si on prend, qu'il faut prendre de façon très, très réfléchie. Et pour une période qui pourrait durer quand même quelques semaines. Donc, il faut être lucide par rapport aux sacrifices qu'on s'impose. Là. C'est exactement. Je pense qu'on ne veut pas dire de chiffres, là, mais vous êtes probablement optimiste en disant quelques semaines. Malheureusement, c'est probablement plusieurs semaines ou quelques mois. Et en sachant qu'une fois que la personne est sortie de la résidence ou du CHSLD, elle ne pourra pas y retourner. Ça, c'est clair. Non, mais ça, c'est important à ce point-là. Là. Il y a un élément de non-retour. Là. Si on sort une personne, qu'on l'amène chez soi, le centre ne voudra plus reprendre la personne ensuite. Là. Ça, c'est très clair parce que comme on interdit les visites, on limite le plus possible les gens qui vont. Il y a même, je ne suis pas certain si c'est généralisé, mais nous, dans notre CIUS, on refuse même les objets. Donc, avant, il y avait plusieurs familles qui faisaient le lavage, qui apportaient des choses pour leurs proches. Maintenant, on ne le permet pas. Donc, tout le lavage est fait sur place. On ne permettrait même pas un plat de métal avec des biscuits et tout ça? Non. OK, on est à ce point-là. Là. Pour l'instant, on même pas une boîte de Kleenex. Donc, rien du tout, parce qu'on veut limiter le plus possible le risque. Donc, si une personne sort, c'est clair qu'elle ne pourra pas revenir avant que tout ça soit terminé. Donc, il faut en être très conscient là, si on prend cette décision. Dr. Lucier, dernière question. Vous avez mentionné au passage, tantôt dans une réponse, le cas particulier. Évidemment, en CHSLD, il y a beaucoup d'Alzheimer et d'autres maladies, d'autres formes de démence. Donc, des gens qui ont des pertes cognitives, qui ne sont pas complètement là, pas capables d'interagir, de répondre à des questions ou de faire des demandes. Comment on fait? Parce que dans certains de ces cas-là, il y a des gens qui ont de l'errance. Je comprends qu'en temps régulier, on peut les laisser circuler comme ça dans les corridors. Est-ce qu'eux, ils représentent une complication particulière en présence d'une pandémie? Oui, effectivement, c'est un très bon point. C'est un défi encore plus grand dans les endroits où il y a des personnes qui font de l'errance parce qu'ils sont habitués d'aller d'une chambre à l'autre. Donc, ça devient un facteur de propagation. Puis, il faut faire le maximum pour empêcher les contacts d'une personne à l'autre parce qu'ils deviennent un vecteur du virus. Donc, c'est un défi qui est encore très, très grand et qu'on peut malheureusement pas expliquer. Et même les gens plusieurs comprennent pas pourquoi leurs proches ne viennent plus les visiter. Donc, il faut toujours le répéter continuellement. Puis c'est effectivement une situation qui est très difficile pour tout le monde. Dr. Lucier, juste une précision pour qu'il y ait de confusion. Quand vous avez dit on ne laisse pas rentrer d'objets, là, on parle évidemment du CHSLD, d'endroits où les repas sont fournis. Là. Les centres pour personnes plus autonomes, ou même certaines là, qui se font à déjeuner dans leur chambre, elles peuvent continuer à avoir livraison de nourriture ou d'épicerie ou de choses comme ça. Là. Oui, effectivement, dans les résidences, ils peuvent continuer à se faire livrer l'épicerie, à se faire livrer des objets. Là, je parlais des CHSLD. Des cas plus lourds. C'est bien clair. Merci de nous avoir parlé.
Au revoir, le docteur David Lucier, gériatre.